Compte rendu du Conseil des ministres ordinaire du jeudi 2 février 2023. Le jeudi 2 février 2023, sous la très haute présidence de son Excellence, professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État, le Conseil des ministres a tenu sa séance ordinaire à 15h30 autour de l'ordre du jour suivant: les dossiers à examiner, les communications ministérielles et les divers. Avant d'aborder l'examen des points inscrits à l'ordre du jour, le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République a présenté la position des membres du gouvernement absents. Au titre des dossiers à examiner, le ministre chargé du Commerce et de l'Industrie a soumis à l'examen du Conseil la note relative à l'état de mise en œuvre de l'accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine en République centrafricaine. Madame le ministre a indiqué que depuis la signature de l'accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine par son Excellence professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État, le 28 mars 2018 à Kigali, au Rwanda, et sa ratification par la loi numéro 20.010 du 9 avril 2020, plusieurs activités ont été réalisées tant au niveau régional que national. Les négociations de la première phase ont permis aux experts des départements sectoriels de valider et de rendre opérationnels 3 protocoles ci-dessous cités en vue de rendre effectifs les débuts des échanges commerciaux d'ici janvier 2023. Il s'agit, entre autres, du protocole sur le commerce des marchandises, du protocole sur le commerce des services et du protocole sur l'établissement de l'organe de règlement des différends. Outre les activités réalisées au niveau continental, en dépit des difficultés logistiques, techniques et financières, certaines activités ci-dessous ont été réalisées, à savoir la désignation d'un point focal en la personne de M. Cyriaque Guénéfio, chargé de mission en matière de l'industrie, en vue de coordonner les activités au niveau régional et national. La mise en place d'une commission nationale de suivi de l'accord par arrêté du Premier ministre numéro 002/PM.22 du 2 février 2022, regroupant les différents représentants des ministères sectoriels selon les dispositions de l'accord, le recrutement d'un consultant national et d'un consultant international avec la contribution du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD et de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, CEA, pour l'élaboration du document de stratégie nationale de mise en œuvre du dit accord en République centrafricaine. Le lancement et l'élaboration du document de stratégie de mise en œuvre de cet accord, ainsi que l'organisation des ateliers de sensibilisation à l'intention des opérateurs économiques sur l'implémentation de l'accord de libre-échange continental et de son opérationnalisation, d'autres ateliers de sensibilisation des institutions de la République, des femmes et des jeunes sont en cours de validation au niveau du PNUD. Après cette présentation, le Conseil en a pris acte. Le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République a soumis à l'examen du Conseil
un projet d'avis du gouvernement sur la proposition de loi modifiant et complétant certaines dispositions de la loi numéro 10.001 du 6 janvier 2010 portant code pénal centrafricain. Le ministre a indiqué qu'il accusait réception d'une note par laquelle l'Assemblée nationale a sollicité l'avis du gouvernement sur la proposition de loi modifiant et complétant certaines dispositions de la loi numéro 10.001 du 6 juin 2010 portant code pénal centrafricain, initié par l'honorable député Jean de Dieu Igor Damaras Damanguéré de la première circonscription de Batangafo. Conformément à l'article 83 alinéa 1 de la Constitution du 30 mars 2016, qui dispose que l'initiative de la loi appartient concurremment au gouvernement et au Parlement. C'est à vertu des dispositions de cet article que l'honorable député a initié cette proposition de loi. En effet, l'honorable Jean de Dieu Igor Damaras Damanguéré a indiqué que grâce à nos forces de défense et de sécurité, en général, et les forces armées centrafricaines en particulier, la totalité de notre territoire a été reprise au prix de beaucoup de sacrifices, ramenant ainsi la paix et la quiétude dans nos différentes contrées et poussant les groupes armés à se transformer en bandits armés. Cette situation qui nous interpelle tous nous oblige à être reconnaissants du courage de nos soldats. Pour lui, en dépit de ses efforts, les ennemis de la paix sont prêts à tout pour déstabiliser notre pays et le replonger dans les ténèbres du chaos. L'espace informationnel est d'une importance non négligeable. Il est souvent utilisé pour la guerre de communiquer. Les ennemis de la paix en RCA l'utilisent pour répandre des quantités énormes de fausses informations dans le seul but de ternir non seulement l'image et la crédibilité des autorités, mais aussi de saper le moral de nos soldats. Si le rôle de l'armée est de défendre l'intégrité du territoire d'un pays et de protéger la population, l'État a l'obligation de protéger son honneur, sa réputation, en réprimant tout ce qui touche à son moral et à sa crédibilité. C'est à ce sujet que l'honorable Jean de Dieu Igor Damaras Damanguéré a initié cette proposition de loi qui vise la protection de nos soldats contre les fausses informations diffusées partout sur les réseaux sociaux et autres qu'il faut intégrer dans l'article 252 du Code pénal centrafricain. Or, les dispositions de l'article 252 stipulent que sera puni de 3 à 5 ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 à 3 millions de francs CFA quiconque aura provoqué autrui au suicide, lorsque la provocation a été suivie du suicide ou de la tentative de suicide. La peine sera portée à 10 ans et l'amende à 10 millions de francs lorsque la victime est mineure. À ce sujet, le gouvernement a souligné que l'initiative prise par l'honorable député est louable. Seulement, la modification de l'article 252 de la loi du Code pénal centrafricain ne cadre pas avec l'article de la proposition de la loi car les matières sont différentes. Aussi, le gouvernement a rappelé que la protection des autorités publiques a été consacrée dans certaines lois en République centrafricaine, notamment la loi portant code pénal et la loi relative à la liberté de communication en République centrafricaine. Elles sont donc assorties de sanctions en cas de violation.
Par conséquent, le gouvernement, tout en louant l'initiative de l'honorable député Jean de Dieu Damaras Damanguéré, a estimé que l'Assemblée nationale ne peut pas examiner cette proposition de loi car celle-ci ne cadre pas avec les dispositions de l'article 252 du Code pénal centrafricain. Après débat, le Conseil ayant noté que les dispositions de l'article 252 du Code pénal centrafricain et celles de l'article 145 et suivant de la loi relative à la liberté de communication en République centrafricaine ont pris en compte les préoccupations de l'honorable. Par ailleurs, le Conseil a demandé au ministre de prendre toutes les dispositions nécessaires pour la transmission de l'avis du gouvernement à l'Assemblée nationale. Le ministre chargé des Transports et de l'Aviation civile a soumis à l'examen du Conseil une note relative à la sécurisation des installations de la piste d'atterrissage de l'aéroport international de Bangui-Poko. Le ministre a indiqué que depuis plus de 10 ans, suite aux multiples cas de vol et d'actes de vandalisme, l'aéroport de notre pays n'est plus opérationnel de nuit et ne répond plus aux normes conventionnelles d'un aéroport international ainsi qu'aux exigences de l'Organisation de l'aviation civile internationale OACI. Le directeur général de la SEGNA à Dakar, de passage à Bangui, a observé cette situation et a pris l'engagement de réhabiliter les équipements de notre plateforme aéroportuaire pour permettre les vols de nuit en toute sécurité dont le coût de réhabilitation est de 4 milliards 200 millions de francs CFA. Après la fin des travaux de réhabilitation, au mois de décembre 2022, certains compatriotes mal intentionnés continuent de perpétrer les actes de vandalisme sur les nouveaux équipements installés. Informé de la situation, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a instruit la haute hiérarchie militaire de déployer ces éléments au niveau de l'aéroport en vue de renforcer la sécurisation des installations de la dite plateforme. Pour mettre les éléments de forces de défense et de sécurité à l'abri afin de mieux mener leur mission de surveillance, le ministre a sollicité du Conseil la prise en charge de la construction des hangars Guérit et Mirador, dont le coût total s'élève à 49 852 500 francs CFA. Au cours des débats, le Conseil a marqué son accord pour la prise en charge par le ministre des Finances de ces infrastructures à réaliser. Le ministre chargé de la fonction publique et de la réforme administrative a soumis à l'examen du Conseil la note relative aux résultats provisoires du contrôle physique des fonctionnaires et agents de l'État. Le ministre a indiqué que le contrôle physique des fonctionnaires et agents de l'État pour la zone de Bangui est clôturé le 30 décembre 2022. Les résultats obtenus se présentent comme suit. En ce qui concerne l'effectif théorique de départ est de 21 410 fonctionnaires et agents de l'État civil. 13 880 ont été effectivement contrôlés au 30 décembre 2022, soit un taux de réalisation de 65%. Il reste donc théoriquement 7 530 fonctionnaires et agents de l'État à contrôler. La liste de ces 7 530 fonctionnaires et agents de l'État fait l'objet d'une analyse croisée entre les tableaux d'effectifs des départements ministériels et institutions, ainsi que les rapports des directeurs régionaux de la fonction publique en province. C'est ainsi que l'absence de 3 666 fonctionnaires et agents de l'État qui ne se sont pas présentés au contrôle à Bangui
a été justifié. 3 864 fonctionnaires agents de l'État ne sont reconnus ni par les directeurs régionaux, ni par les responsables des ressources humaines des départements ministériels et institutions. Ce nombre constitue les premiers potentiels agents fictifs sur lesquels l'équipe de contrôle travaille. Par ailleurs, l'examen minutieux de 1181 actes administratifs signés des ministres de la fonction publique entre 2004 et 2022 a permis de déceler 358 agents fictifs. 276 agents admis à faire valoir leur droit à la retraite et qui sont toujours pris en charge en salaire. 82 agents décédés mais bénéficiant toujours de leur salaire. Ainsi, le nombre total des agents fictifs est de 4 222 pour l'instant. Le chiffre pourra toujours évoluer. En ce qui concerne la masse salariale, une économie mensuelle d'1,8 786 427 francs CFA est réalisée sur l'opération de Bangui. Elle est décomposée de la manière suivante. 439 849 171 francs CFA pour la revue documentaire. Il s'agit des agents fictifs découverts à l'issue du contrôle des actes administratifs et de l'analyse du fichier de base de Girafe. 568 897 256 francs CFA comme impact financier pour les 3 864 fonctionnaires et agents de l'État qui, après vérification auprès des cabinets ministériels et des directeurs régionaux de la fonction publique, ne se retrouvent dans aucun tableau d'effectifs. À cet effet, le ministre a sollicité l'avis du Conseil lui permettant de prendre des mesures concernant les principaux résultats de l'opération de contrôle physique des fonctionnaires et agents de l'État Bangui, conformément aux principales leçons apprises. Après débat, le Conseil a marqué son accord et a demandé au ministre de finaliser le processus afin de lui permettre de prendre les décisions idoines. Le ministre chargé de l'urbanisme, de la réforme foncière de la ville et de l'habitat a soumis à l'examen du Conseil une note relative au remboursement des acquéreurs des 100 logements sociaux de Sakaï. Madame le ministre a indiqué que conformément à la décision du Conseil des ministres, en date du 23 septembre 2022, qui lui a été notifié sous le numéro 117, MCSGGRIR, DIRCAB 22, le département a procédé au remboursement de la manière suivante. 76 acquéreurs entièrement remboursés, soit un montant de 76 millions, 24 millions de francs CFA, qui représente le gap du montant global de 100 millions, sera remboursé par le ministre des Finances et du Budget. À cet effet, une notification de décision de prise en charge de 24 millions lui a été transmise en date du 5 octobre 2022 et réceptionnée sous le numéro 401 DGB 456 DSED le 10 octobre 2022 et ce dossier se trouve au niveau du service des dépenses depuis le 19 octobre 2022. Après cette présentation et débat, le Conseil a instruit le ministre des Finances qui a accepté de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de procéder au remboursement des 24 millions la semaine prochaine. Le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République, en lieu et place du ministre chargé des mines et de la géologie en mission, a soumis à l'examen du Conseil 3 dossiers. Le premier dossier est relatif au projet de décret portant au renouvellement d'un permis de recherche
de la Société de développement de la science et de la technologie minière DSTM. La société DSTM est une société anonyme à responsabilité limitée de droit centrafricain au capital de 50 millions de francs CFA, enregistrée au registre du commerce sous le numéro RCCM/CA/BBG 2018 M1119 et du NIF numéro M34 206 3R. Elle a eu à signer une convention de développement minier avec l'État centrafricain représenté par le ministre en charge des mines et de la géologie. Les termes de cette convention ont prévu l'attribution d'un permis de recherche à cette société. Ainsi, la dite société s'est vue octroyer un permis de recherche pour l'or dans les secteurs de Nola. Conformément aux dispositions de l'article 30 du décret numéro 09.005 du 29 avril 2009, susvisé, la société DSTM a déposé une demande de deuxième renouvellement d'un permis de recherche accompagné d'un rapport d'activité de la période de validité. Elle s'est également acquittée des frais afférents exigibles pour le deuxième renouvellement de permis de recherche et a joint à sa demande des nouvelles coordonnées de la superficie réduite conformément à la réglementation minière en vigueur aux fins de permettre à cette société de poursuivre ses travaux de recherche conformément aux clauses de la convention signée avec l'État centrafricain. Le ministre a donc sollicité du Conseil l'accord lui permettant d'acter le renouvellement du dit permis de recherche. Au terme des débats, le Conseil a marqué son accord et a adopté le dit projet de décret. Le deuxième dossier concerne le projet de décret portant agrément d'une fonderie d'or à la société Wiener-Sarl. Le ministre a indiqué que la société Wiener-Sarl, régulièrement constituée et enregistrée au registre du commerce et de crédit immobilier sous le numéro CB/BG/2022-B2433, a introduit une demande d'agrément d'une fonderie qui, conformément aux dispositions du Code minier, est délivrée par décret pris en Conseil des ministres. La société Wiener-Sarl dispose d'un capital de 10 millions de francs CFA et a déposé au Trésor public une somme de 10 millions à titre de caution, conformément à la loi minière dans son article 159. La société Wiener, ayant rempli toutes les conditions prescrites par la loi minière, le ministre a sollicité du Conseil l'adoption du dit projet de décret. Après débat, le Conseil a marqué son accord et a adopté le dit projet de décret. Le troisième dossier concerne le projet de décret portant attribution de 2 permis d'exploitation industrielle de petites mines à la société Industrie minière de Centrafrique IMC Surl. Le ministre a indiqué que la société industrielle minière de Centrafrique IMC Surl est une société de droit centrafricain au capital social de 10 millions de francs CFA. Elle est immatriculée au registre du commerce et de crédit immobilier sous le numéro CA/BG/2018 M626. Cette société a signé une convention minière avec l'État centrafricain en 2017, au terme de laquelle l'État doit lui accorder 5 permis de recherche pour l'or et le diamant dans les secteurs de Aba, Baboua, Yaloké, Bambari et Amadagaza. Étant donné que la dite société a satisfait à toutes les conditions requises pour l'obtention des 2 permis d'exploitation industrielle de petites mines, en s'acquittant des frais afférents exigibles, conformément à la réglementation minière en vigueur, le ministre
a sollicité du Conseil l'adoption du dit projet de décret. Au terme des débats, le Conseil a marqué son accord et a adopté le dit projet de décret. Le ministre chargé de la promotion de la jeunesse, des sports et de l'éducation civique a soumis à l'examen du Conseil la note relative à la situation du Comité national et sportif centrafricain. Le ministre a indiqué que l'organisation du sport repose sur des structures étatiques et des organisations sportives aux tâches plus ou moins spécifiées par les textes législatifs et réglementaires. De ce fait, l'établissement de relations de confiance et de collaboration entre l'État et les structures du mouvement sportif national et international ne peut que favoriser le développement harmonieux du sport au bénéfice de la jeunesse sportive. Toutefois, ces derniers temps, quelques faits marquants ont impacté sur le fonctionnement du Comité national sportif olympique et sportif centrafricain CENOSCA et le relais du Comité international olympique sur le territoire centrafricain. À cet effet, un comité interministériel a été mis en place pour vérifier les conditions du fonctionnement du CENOSCA suite à cette crise. Le rapport du comité interministériel a permis donc de clarifier la situation née de ces différends entre le ministère chargé de la promotion de la jeunesse et des sports et de l'éducation civique, ainsi que le CENOSCA. En effet, le ministre chargé de la promotion de la jeunesse, des sports et de l'éducation civique avait pris la décision numéro 036 du 17 novembre 2021 suspendant le Comité national olympique et les activités du bureau du CENOSCA à la suite de l'élection organisée par le dit bureau le 13 novembre 2021, ceci pour le motif d'inobservation de la décision numéro 10/MP/SEC/CAB du 10 novembre 2021 portant interdiction de l'Assemblée générale élective ayant engendré des troubles à l'ordre public le samedi 13 novembre 2021. Malgré les injonctions du ministre, l'Assemblée générale du CENOSCA a été organisée. Il s'en est suivi un bras de fer entre le CENOSCA et le département de tutelle. Un comité de crise a été donc mis en place par le ministre en charge des sports pour assurer la gestion intérimaire de la situation et organiser de nouvelles élections. Par requête numéro 181 BG 21, répertoire numéro 033 BG 22, le bureau élu du CENOSCA a saisi le tribunal administratif aux fins d'annulation de la décision du ministre chargé des sports. En date du 27 avril 2022, le tribunal administratif a pris une décision annulant pour violation de la loi la décision prise par le ministre chargé des sports. Suite à une pétition des fédérations nationales sportives pour l'annulation et la reprise des élections, le 28 mai 2022, une nouvelle élection a été organisée par le comité intérimaire de crise mis en place pour assurer la gestion du CENOSCA. Cette nouvelle élection a vu donc l'élection d'un nouveau bureau du CENOSCA qui a pris fonction le 14 novembre 2022. Mais malheureusement, le nouveau bureau qui a été mis en place a été contesté par les instances internationales, à savoir le Comité international olympique et l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique, ACNOA. Ces instances internationales ont saisi Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à ce sujet. Après vérification faite par le comité interministériel mis en place par Son Excellence, Monsieur le Premier chef du gouvernement, au sujet de ces différends, les contacts directs ont été organisés avec le président de l'ACNOA,
Ce dernier a confirmé qu'il a adressé un courrier en consultation avec les services juridiques du Comité international olympique à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, relative au non-respect des règles et procédures de la Charte olympique qui est au-dessus de tout le monde. Ces agissements non conformes à la dite charte risquent de pénaliser très sévèrement notre pays. Le 2 juin 2022, le CIO et l'ACNOA ont saisi le ministre en charge des sports pour confirmer la légitimité du bureau de Senosca élu le 13 novembre 2021 et l'élection du nouveau bureau le 28 mai 2022 est illégitime et contraire aux procédures et à la charte olympique. Cette prise de position a été confirmée le 1er juillet 2022 par le courrier de l'ACNOA adressé à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Après présentation suivie de débat, le Conseil des ministres a pris acte de la décision du tribunal administratif qui a invalidé la décision du ministre chargé de la promotion de la jeunesse, des sports et de l'éducation civique et reconnaît le bureau du Senosca issu de l'élection du 13 novembre 2021. Par ailleurs, le Conseil a instruit le ministre chargé de la promotion de la jeunesse, des sports et de l'éducation civique de travailler en collaboration avec ce bureau, conformément à la Charte olympique et au respect des procédures. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation technologique a soumis à l'examen du Conseil la note relative à la tenue du conseil d'administration de l'école inter-État des sciences et médecine vétérinaire à Bangui, en République centrafricaine. Le ministre a indiqué que depuis sa création en 1968 jusqu'au 31 mai 2022, l'école inter-État des sciences et de médecine vétérinaire a formé 1586 docteurs vétérinaires, dont 255 femmes. La République centrafricaine, signataire des premiers textes fondateurs, a orienté ses ressortissants dans cette filière de formation dans l'optique du développement du secteur productif au même titre que celui de l'agriculture. La République centrafricaine, faisant face aux difficultés de trésorerie, n'a pu honorer régulièrement ses engagements vis-à-vis de cette école. Ceci s'est traduit par l'accumulation des arriérés dont le montant s'élève à 231 990 510 francs CFA au 30 septembre 2022. Suivant le principe de rotation en matière d'organisation du conseil d'administration, la République centrafricaine a été retenue pour abriter la 52e session en novembre 2023. Cette occasion permettra à notre pays d'apurer partiellement le montant de ces arriérés en finançant les activités du dit conseil d'administration dont le budget prévisionnel est fixé à 74 488 775 francs CFA. Au terme des débats, le Conseil ayant noté que notre pays doit à cette école, au titre d'arriérés, un montant de 231 990 510 francs CFA, a marqué son accord pour l'organisation de la dite session et a demandé au ministre de confirmer la tenue de cette session à Bangui par le conseil d'administration pour que les frais engagés soient déduits dans les arriérés de contribution. Le ministre délégué auprès du ministre d'État chargé du désarmement, de la démobilisation, de la réintégration et du rapatriement et du suivi de l'accord politique pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine
a soumis à l'examen du Conseil la note relative à la célébration du 4e anniversaire de la signature de l'APPR-RCA le 6 février 2019. Le ministre délégué a indiqué que le 6 février 2023 marquera la 4e année du processus de paix à travers l'APPR-RCA et le début de la 5e année de mise en œuvre du dit accord. Afin de célébrer ce moment significatif, il a été retenu des activités focalisées sur la communication stratégique, soutenues par des actes symboliques qui édifieront le peuple et la génération future sur l'impact de l'APPR-RCA, ainsi que la nécessité de cultiver et d'entretenir la paix durable en République centrafricaine. Les communications stratégiques se feront à travers les affiches, les spots radio-télévisés, les micro-balades, les missions publiques et le planting d'arbres de paix dans les 20 préfectures. À cet effet, la déclaration de son Excellence, Monsieur le Président de la République centrafricaine, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, est attendue. Afin de réussir l'organisation de cette célébration, le ministre a sollicité du Conseil la prise en charge de l'ensemble des activités retenues sur le budget national. Après débat, le Conseil a marqué son accord et a demandé au ministre délégué de prendre attache avec le ministre chargé des Finances et du Budget pour la prise en compte du budget relatif. Par ailleurs, le Conseil a opté pour une célébration différée. Au titre des communications ministérielles, le ministre chargé des Transports et de l'Aviation civile a rendu compte au Conseil de la signature de l'autorisation d'occupation temporaire du terre-plein mise à disposition de la RCA par les autorités congolaises au port de Pointe-Noire. Le ministre a indiqué que faisant suite à la convention en matière de transport de surface entre la République du Congo et la République centrafricaine, signée le 31 mai 2018, le gouvernement congolais a affecté un terre-plein au sein du port de Pointe-Noire destiné à la réception, le stockage ainsi qu'à la sécurisation des recettes de l'État. Un comité interministériel composé des hauts cadres du département des Transports et celui des Finances s'est rendu à Pointe-Noire du 9 au 15 janvier 2023 et a travaillé avec les autorités congolaises afin de disposer d'un cadre juridique adéquat et a obtenu la signature de l'autorisation d'occupation temporaire du terre-plein qui n'était jadis qu'une promesse. Cet espace de 3 hectares 294 est évolutif jusqu'à 10 hectares au regard de l'importance de nos flux d'échanges commerciaux. Après cette présentation, le Conseil en a pris acte. Le ministre chargé de l'Environnement et du Développement durable a présenté au Conseil la note relative au financement de la mise en œuvre du projet de promotion des petites centrales hydroélectriques en République centrafricaine. Le ministre a indiqué que dans la droite ligne de la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, d'améliorer le taux d'accès à l'électricité au milieu rural, d'une part, et de respecter les engagements internationaux de la République centrafricaine en matière de lutte contre les changements climatiques, d'autre part, le département de l'environnement et du développement durable a travaillé pour atteindre ces objectifs fixés en recherchant des financements pour le secteur de l'énergie, qui est le deuxième plus grand producteur de dioxyde de carbone. Afin d'atténuer cette grande quantité de production de dioxyde de carbone, il faudra passer de la croissance économique en mode carbone intensif vers un mode à faible teneur en carbone en développant les énergies nouvelles et renouvelables. C'est ainsi qu'un projet d'électrification rurale a été formulé. L'objectif principal de ce projet, initié en 2019,
est de promouvoir l'investissement dans les mini-réseaux électriques pour fournir des services d'électricité dans les 4 zones rurales de RCA, à savoir Lobaye, Baïki-Boda, Mambré-Kadé, Gamboula, Ouaka à Bambari, afin de garantir l'accès à des services énergétiques efficaces, durables et modernes à la population rurale d'ici 2030, à un coût abordable et de manière durable, dont l'impact négatif minimal sur l'environnement. Le coût total de ce projet s'élève à 28 180 000 $ US, soit 17 867 544 586 francs CFA. Ce projet est piloté par le ministre en charge de l'énergie avec l'appui du partenaire technique et financier du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Une première tranche du fonds a été mobilisée par le département de l'environnement et du développement durable pour les premières activités du projet à hauteur de 1 454 750 000 francs CFA. En novembre dernier, le même département a réussi à mobiliser 2 millions de dollars, soit 1 160 millions de francs CFA au profit de ce projet. Avec cette nouvelle allocation, il est désormais possible de croire qu'au moins une des 4 unités de production dans les sites pilotes du projet sera construite selon l'ordre prioritaire établi par le ministère en charge de l'énergie, a rassuré le ministre. Après cette présentation, le Conseil en a pris acte. Le ministre chargé de l'administration du territoire, de la décentralisation et du développement local a présenté au Conseil une note relative à l'appui du Royaume du Maroc au ministère de l'administration du territoire, de la décentralisation et du développement local. Le ministre a indiqué que du 10 au 17 septembre 2022, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a bien voulu l'autoriser à effectuer une visite de travail en terre marocaine dans le cadre de la coopération Sud-Sud en réponse à l'invitation de son homologue, le ministre de l'Intérieur du Royaume du Maroc. La délégation était composée de 7 membres, dont les présidents des délégations spéciales des villes de Bangui, Bimbo et Begua, et le but de cette visite était, entre autres, de renforcer les liens de coopération dans les domaines de la décentralisation, la déconcentration, la régionalisation et le développement local. Rechercher davantage d'expérience en matière de décentralisation et de développement local, signer des accords de coopération décentralisés entre les communes centrafricaines et les collectivités territoriales marocaines, appuyer la République centrafricaine dans l'organisation des élections locales attendues en 2023. À cette occasion, une demande d'appui à l'opération Kwati-Kodro a été introduite. De l'ensemble des points subventionnés, le gouvernement marocain a décidé, dans sa correspondance reprise par son ambassade en Centrafrique le 3 janvier 2023, d'acquérir et doter les préfets gouverneurs du pays de 7 véhicules, acquérir et mettre à la disposition des communes de Bangui, Bimbo et Begua des bennes pour le ramassage des ordures en appui à l'opération Kwati-Kodro, appuyer la modernisation de l'état civil, prendre en charge les stages de formation au profit des cadres du ministère et appuyer financièrement l'autorité nationale des élections pour l'organisation des municipales et régionales de 2023. Après cette présentation, le Conseil en a pris acte. Le ministre chargé de la santé de la population a présenté au Conseil l'état d'évolution de la propagation de la pandémie du coronavirus dans notre pays. Le ministre a indiqué que dans le cadre de la lutte contre cette propagation, la situation épidémiologique dans notre pays à la date du 2 janvier 2023 se présente comme suit. 118 677 personnes testées à ce jour depuis le début de la pandémie
le 14 mars 2020. 3 nouveaux cas confirmés à la 5e semaine de l'année en cours sur 528 personnes testées. 115 225 cas cumulés confirmés depuis le début de la pandémie le 14 mars 2020. 15 112 personnes guéries et 113 décès observés. 2 531 614 personnes vaccinées à ce jour dans nos différents districts sanitaires. Après cette présentation, le Conseil en a pris acte. Au titre des divers, le ministre chargé du Commerce et de l'Industrie a informé le Conseil des troubles survenus à la brasserie Mocaf les jeudis 19 et vendredi 20 janvier 2023. Le ministre a expliqué que les jeudis 19 et vendredi 20 janvier, la brasserie Mocaf a été attaquée par un groupe de jeunes. Ils tenaient dans leurs mains une pancarte sur laquelle on pouvait lire « Groupe Castel terroriste, dégage de notre pays ». L'un d'entre eux a été appréhendé par les forces de l'ordre qui a vu son téléphone portable saisi. Ces comportements indignes ont été dénoncés et les autorités ont pris les dispositions pour empêcher prochainement ces cas de comportement irresponsable. Suite à cette attaque, la brasserie Mocaf a donc déposé 2 plaintes, dont l'une à la gendarmerie contre X et l'autre auprès du tribunal de grande instance de Bimbo, afin que ces responsables-là soient appréhendés. Après cette présentation, le Conseil en a pris acte. Le ministre chargé du secrétaire général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République a informé le Conseil de l'organisation au début du mois de mars prochain du séminaire gouvernemental portant sur l'exécution des recommandations du séminaire gouvernemental tenu à Bangui au mois d'août et septembre 2022. Le ministre de l'Administration du Territoire, de la décentralisation et du développement local a informé le Conseil de l'organisation d'un atelier de validation du code électoral dans les prochains jours. Il a noté que l'innovation apportée à ce nouveau code concerne le concept genre, les questions liées à la jeunesse et les préoccupations qui touchent les handicapés. Le ministre chargé des Transports et de l'Aviation civile a rendu aussi compte au Conseil de sa participation à la réunion du comité des ministres de la SEGNA qui s'est tenue à Dakar, au Sénégal. À l'issue de cette réunion, un nouveau président du conseil d'administration de la dite organisation a été élu. Il a également informé le Conseil que le comité interministériel de réflexion sur l'organisation des barrières a démarré ses travaux, car les tracasseries barrières constituent un réel problème au renchérissement des prix des produits de première nécessité et aussi de l'installation des membres de l'administration provisoire de la SOCATRAF que le ministre a présidé et qui dispose désormais de quelques mois pour trouver un nouveau concessionnaire. Le ministre chargé de l'économie numérique, des postes et télécommunications a informé le Conseil qu'il a convoqué le directeur général de la téléphonie mobile Orange suite à la hausse des prix, à la hausse des tarifs des communications sans concertation préalable avec le ministre de tutelle. Il a également profité de l'occasion pour informer le Conseil de l'organisation le 6 février prochain de la cérémonie de remise officielle des infrastructures à fibre optique. L'ordre du jour étant épuisé, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a levé la séance à 20h. Fait à Bangui, le 3 février 2023, le ministre chargé du secrétaire général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République, Maxime Balali.